après le premier module consacré aux questions épistémologiques et le deuxième à l'histoire des renaissances africaines en 2022, cette année 2023, nous avons commencé par échanger, il y a de cela juste un mois, sur la phase contemporaine et en commençant par les questions de géostratégie et de politique. Aujourd'hui, nous poursuivons par le volet socio-économique. Et pour cela, nous avons invité 3 éminents fils du Sénégal et d'Afrique pour introduire le sujet. Ils sont bien connus ici au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Dans l'ordre alphabétique, notre frère Demba Moussa Dembélé, très connu comme créateur et directeur des Samedis de l'économie au sein de l'Arcade, une ONG qui œuvre pour la renaissance de l'Afrique aussi. Après Demba, le professeur Makhtar Diouf, qu'on ne présente plus à l'UCAD et aux économistes africains et du monde. Après le professeur Makhtar Diouf, c'est notre frère Salif Sy, directeur du Forum du Tiers-Monde, créé par Samir Amin, que les économistes et les acteurs pour le développement africain connaissent. Alors, tous les 3 sont nos collègues, moi je devrais dire même nos aînés, nos camarades et nos complices. Sans entrer dans le détail, que ce soit à Saint-Louis du Sénégal, quand on était très jeunes, que ce soit à Dakar, et que ce soit sur des terrains en Europe, en Asie et en Afrique. Alors, pour permettre à tous les participants d'être à l'aise, nous vous informons que nous avons travaillé ensemble. Nous leur avons soumis la note de cadrage sur le thème « Est-ce qu'il est possible d'assister à une renaissance socio-économique de l'Afrique ?» Nous avons partagé avec eux notre pressbook. Beaucoup de monde parle de la situation économique de l'Afrique, surtout les journalistes, les professionnels des médias. Nos 3 collègues vont nous éclairer sur le sujet. Ils vont apprécier notre documentation, donner leur point de vue et faire des recommandations pour un renouveau de l'Afrique. Chacun des intervenants aura 15 à 20 minutes. Et après leur intervention, Madame la marraine du 3e module, Madame Dr Fatou Sow, va intervenir effectivement sur la base de ce qu'elle va entendre. On lui a donné ce privilège parce que c'est la marraine. Elle va intervenir sur les enjeux socio-économiques et, bien entendu, après son intervention, nous donnerons la parole à la salle et à ceux qui sont sur Internet. Je signale au passage que le premier parrain du module
consacré à l'épistémologie, c'était notre frère notre aîné Amadi Alidjan. Le second parrain, c'était le professeur Kizerbo, dont on a célébré le centenaire l'année dernière. La chaire a participé avec la participation de la famille qui est venue du Burkina et nous avons rendu hommage au professeur Kizerbo. Alors, la leçon inaugurale, vous pouvez l'imaginer, c'était sous l'inspiration du professeur Cheikh Anta Diop pour des raisons que vous pouvez écouter en visitant le site de la chaire. Alors, après l'intervention de Fatou Sow, la parole sera à la salle. On aura 1 heure de discussion. Et après les 15 dernières minutes seront consacrées aux réponses des panélistes et à la synthèse. Je signale au passage que le professeur Makhtar Diouf répondra, lui, sur la base de l'enregistrement, car il a quelques soucis de santé, donc on fera l'enregistrement et ceux qui voudront écouter les réponses du professeur Makhtar Diouf devront patienter quelques jours pour pouvoir apprécier ces réponses. Donc sans tarder, je passe la parole à notre frère Demba Moussa Dembélé qui introduit les débats. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher Bouba. C'est un réel plaisir de venir participer à ce débat organisé par la chaire de la Renaissance africaine que tu présides. Comme tu l'as dit, nous sommes des frères, des camarades de lutte et nous partageons beaucoup de choses qui se sont tissées au cours de nombreuses années, depuis pratiquement nos années étudiantes jusqu'à maintenant. J'ai également un très grand plaisir de retrouver aujourd'hui un frère, l'éminent professeur de physique, Amadou Wagé, ici présent, professeur Wagé, que j'ai connu également depuis de nombreuses années et que je retrouve avec plaisir aujourd'hui dans cette salle. Alors, je me réjouis, mon cher Bouba, de partager ce panel avec 2 éminents économistes que tu as cités tout à l'heure, le professeur Makhtar Diouf, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, et mon frère et ami Chérif Salif Sy, qui est pratiquement un collègue avec qui je travaille presque quotidiennement, même à distance. Pas plus tard qu'hier, on a échangé des mails sur des activités que nous devons organiser ensemble. Et comme tu l'as dit, qui a pris la relève de feu le professeur Samir Amin au sein du forum du Tiers-Monde. Donc, d'après l'invitation qui m'a été faite, comme je l'ai reçu, et on me parle du plan de Lagos, du NEPAD, de la Zeleka, et aussi sur les voies de sortie de crise de l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui. Alors, le plan de Lagos, le NEPAD et la Zeleka, pour moi, ce sont toutes des initiatives qui participent des tentatives de l'Afrique d'intégrer son espace sur le plan économique,
tant au niveau régional que continental, mais également de forger une voie de développement qui lui soit propre. Allô? Oui, merci. Donc, pour ce qui concerne le plan de Lagos, qui a été conçu dans les années 80 par les pays africains, au terme d'un processus de réflexion approfondi et qui a été publié en 1981. En 1980, pardon. On l'appelle plan d'action de Lagos. Ce plan était une tentative pour l'Afrique d'élaborer un programme visant à promouvoir l'industrialisation du continent. Dans son préambule, le plan souligne ceci, je cite, « Dans leur plan de développement, les États membres devaient accorder un rôle primordial à l'industrialisation en gardant à l'esprit son impact consistant à satisfaire les besoins essentiels de leur population. » Fin de citation. Donc voilà quel est l'objectif fondamental du plan d'action de Lagos. Et il continue, je cite encore, il consistait à libérer l'Afrique du sous-développement et de la dépendance économique. Libérer l'Afrique du sous-développement et de la dépendance économique. Qui dit dépendance, dépendance vis-à-vis de l'extérieur, et notamment des anciennes puissances coloniales ou de ce qu'on appelle aujourd'hui les partenaires au développement, entre guillemets. On connaît la suite qui a été réservée au plan d'action de Lagos. Quand, en 1981, la Banque mondiale est venue avec le rapport Berg, et les dirigeants africains ont enterré le plan d'action de Lagos et ont inauguré l'ère des plans d'ajustement structurel de triste mémoire. Et cependant, l'esprit du plan de Lagos est resté. Par exemple, très souvent, dans les autres plans qui ont suivi, il y avait toujours une référence par rapport à l'esprit du plan de Lagos, au but originel du plan de Lagos. Et Carlos Lopez, de la Guinée-Bissau, qui a été secrétaire exécutif de la CEA au milieu des années 2000, 2012 jusqu'à 2015-2016. La CEA qui est la Commission économique. La CEA étant la Commission économique pour l'Afrique. C'est une institution des Nations Unies basée à Addis Abeba. Alors, Carlos Lopez, qui était donc à la tête de la CEA, avait essayé de ressusciter l'esprit du plan de Lagos. Si bien que la plupart des rapports de la CEA sur l'économie africaine se référaient souvent à la question de l'industrialisation. C'était le cas pour le rapport de 2013,
de 2013 à 2015. Et dans tous ces plans, dans tous ces rapports, l'accent était mis sur la nécessité pour l'Afrique d'utiliser ses immenses ressources naturelles pour les transformer sur le plan domestique et créer de la valeur ajoutée et des emplois. Carlos est parti et il avait institué une conférence annuelle à la mémoire de Adédéji Adébayo, qui avait été l'un des architectes du plan de Lagos. À l'époque, il était à la tête de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. C'était un panafricaniste nigérian qui a beaucoup œuvré pour l'intégration sous-régionale et continentale. Et il était l'un des architectes également de la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Alors, que peut-on dire des forces et faiblesses du plan de Lagos? Je pense que l'une des forces majeures du plan de Lagos, c'était d'avoir été conçu entièrement par les Africains, sans interférence extérieure. Un processus démocratique dans lequel beaucoup d'Africains, dans les universités, dans le secteur, au niveau du secteur privé, au niveau des institutions, donc un processus dans lequel toutes ces forces avaient participé. Une autre force du plan de Lagos, c'est d'avoir mis l'accent sur la nécessité de l'industrialisation de l'Afrique. La première fois, un plan africain rompait avec ce qu'on a hérité de la colonisation pour poser la question fondamentale de l'industrialisation du continent. Mais également, le plan de Lagos était une tentative de recouvrer la souveraineté de l'Afrique sur l'élaboration de ces politiques de développement qui jusque-là avaient été confisquées par des citoyens des anciennes puissances coloniales, ce qu'on appelle les coopérants ou conseillers venus de Paris, de Washington ou d'autres, et par les institutions financières internationales. Donc le plan de Lagos était une tentative d'arracher la conceptualisation du développement de l'Afrique à toutes ses forces et de rendre cette conceptualisation aux Africains eux-mêmes. Alors, ces faiblesses, bien sûr, à mon avis, deux faiblesses majeures. La première, c'est le manque de soutien politique affirmé de la part des dirigeants africains. Parce que dès que le rapport Berg de la Banque mondiale a été publié quelques mois après le plan de Lagos, il a été entiré par la majorité des chefs d'État africains et qui ont donc embrassé le rapport Berg et le programme d'ajustement structurel, avec les résultats catastrophiques que nous connaissons et dont les effets se font encore sentir chez nous. Et la deuxième faiblesse, bien sûr, c'est l'hostilité déclarée des pays occidentaux et des institutions financières internationales comme la Banque mondiale, le FMI, etc., qui ne voulaient pas entendre parler de ce plan qui essayait de rendre l'Afrique autonome sur le plan conceptuel et sur le plan de la mise en œuvre de ces politiques de développement. Alors, la seconde tentative, pour ainsi dire, c'était le NEPAD. Et pour le NEPAD, comme son nom l'indique... Est-ce qu'on peut éteindre le téléphone? Comme son nom l'indique, c'était partenariat pour le développement de l'Afrique. C'était une tentative qui visait à proposer un partenariat, que je mets entre guillemets, aux pays occidentaux
notamment aux pays du G7, en particulier aux États-Unis et à l'Union européenne. Beaucoup de critiques, dont je fais partie, disent que le Népal se situe dans une perspective néolibérale, dans le but d'attirer des investissements des pays du Nord et de leurs institutions financières, notamment la Banque mondiale et FMI, qui sont, comme on le sait, contrôlés par ces pays. Peut-être que l'une de ces forces, c'est d'avoir proposé des projets dont certains ont pu être concrétisés ou sont en voie de l'être. Parce qu'il y a toujours un secrétariat du NEPAD, je crois, basé en Afrique du Sud, et qui essaie donc toujours de faire vivre certains des projets qui ont été... et je crois comprendre que la Grande Muraille Verte, entre autres, fait partie des projets du NEPAD. Alors, ces faiblesses, c'est d'être trop calqué sur les politiques dictées par les partenaires et les institutions financières internationales. Une autre faiblesse majeure, l'accent mis sur le financement extérieur au détriment de la mobilisation des ressources internes. Troisième tentative est celle qui aujourd'hui occupe le débat en Afrique, c'est la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. Elle a été lancée en 2018, comme on le sait, au Rwanda, et elle est devenue opérationnelle en janvier 2021 lors du sommet de Niamey, au Niger. La ZLECA, c'est l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je reviendrai sur cet agenda un peu plus tard. Alors, selon ces concepteurs et ceux qui soutiennent la ZLECA, elle devrait accélérer l'intégration économique de l'Afrique, contribuer à la diversification de ses économies, augmenter de manière significative le produit intérieur brut du continent et réduire la pauvreté, en tout cas d'ici 2030-2035. Alors, selon encore le soutien de la ZLECA, dont certaines institutions internationales, elle devrait créer un marché de 55 pays avec une population de plus d'1 milliard d'habitants. Et elle devrait, cette ZLECA, contribuer à consolider les unions économiques régionales comme la CEDEAO ou la CEA, la CEMAC en Afrique de l'Est, etc. Et elle devrait, je dis devrait, stimuler le commerce intra-africain. Alors, pour la libéralisation de la ZLECA, 97% devraient être des échanges entre Africains, devraient être libéralisés selon les termes de la ZLECA. Seuls 3% échapperaient à la libéralisation, c'est-à-dire des produits dits sensibles, notamment dans le domaine alimentaire. Et donc cette libéralisation, selon les concepteurs de la ZLECA,
devrait booster le commerce intra-africain qui est actuellement d'environ 15-16% à plus de 50% d'ici 2035. Cependant, il y a un bémol ici, parce que de par le passé, les pays africains ont initié des politiques de libéralisation imposées par la Banque mondiale et l'FMI dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Par la suite, des pays eux-mêmes ont initié des politiques de libéralisation pour attirer des investissements privés, mais au final, ces politiques n'ont pas eu les résultats escomptés. Au contraire, la plupart de ces politiques ont contribué à la désindustrialisation de l'Afrique. Et c'est la CNUSED qui l'a dit dans ses rapports, c'est la CEA, la CNUSED, c'est la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui l'a dit dans certains de ses rapports, les politiques de libéralisation ont contribué à désindustrialiser l'Afrique. La CEA a dit la même chose. Donc, si on met l'accent sur la libéralisation des échanges au niveau de la ZLECA, ce n'est pas garanti que des résultats probants meilleurs soient obtenus par rapport aux politiques de libéralisation du passé. Alors c'est ça, c'est l'un des points que mettent en avant les critiques de la ZLECA, qui par ailleurs souligne que toutes les projections mirobolantes avancées pour ce qui concerne la ZLECA ne sont que des projections. Et ce n'est pas évident que ces projections soient un jour des réalités. Peut-être qu'elles sont plus destinées à forcer la main aux pays qui sont réticents. Je vous rappelle, entre parenthèses, que le Nigeria a pendant longtemps refusé de signer son adhésion à la ZLECA, parce que le Nigeria a un très puissant secteur privé, a un secteur industriel assez puissant, et le Nigeria avait refusé d'adhérer à la ZLECA. Il a fallu qu'on lui donne des garanties pour qu'en fin de compte, il accepte d'adhérer à la ZLECA. Alors, et une autre critique qu'on peut adresser à la ZLECA, c'est le soutien enthousiaste, je dirais, d'institutions comme la Banque mondiale, comme l'Union européenne, et qui demandent même l'accélération de cette zone de libre-échange africaine. Or, je vous rappelle que c'est la Banque mondiale qui avait torpillé le plan de Lagos en 1981, avec le rapport Bank. Alors, si cette même institution aujourd'hui applaudit la ZLECA et demande sa mise en œuvre accélérée, on a le droit de se poser des questions. Et je crois que ça ne fait que confirmer le credo néolibéral de la ZLECA, qui constitue, à mon avis, une de ses faiblesses. Ses forces, évidemment, c'est le consensus continental qu'elle a pu avoir, assez rapidement d'ailleurs, et surtout la ratification et son entrée en vigueur, le tout en l'espace de 3 ans ou 2 ans et demi. C'est quand même quelque chose de remarquable. Ça suscite beaucoup d'espoir, puisque partout on parle de ZLECA, ça va changer, etc., etc. Et on pense que l'Afrique est sur la bonne voie cette fois-ci. Mais l'accent mis sur la libéralisation des échanges, au lieu de l'accent sur la transformation structurelle des économies, c'est l'une des faiblesses majeures de la ZLECA.
c'est l'une des faiblesses majeures de la ZLECA. Et il y a un déséquilibre entre les pays qui ont une base industrielle assez développée, je parle des pays du Maghreb par exemple, ou de l'Afrique du Sud, ou du Nigeria dont je parle tout à l'heure, et d'autres pays comme les nôtres, comme le Sénégal, ou le Niger, ou le Mali, je ne parle même pas de la Guinée-Bissau, ou de la Gambie, etc. Donc il y a un déséquilibre énorme entre ces pays qui ont une certaine base industrielle et les autres. Ce qui veut dire que les gains tirés de la ZLECA ne seront pas répartis de façon égale. Et une autre faiblesse de la ZLECA, c'est le problème des infrastructures. C'est bien de vouloir accélérer le commerce intra-africain, mais nous manquons énormément d'infrastructures. Bouba Diop, qui voyage énormément devant l'Éternel, il sait, pour aller de Dakar au Ghana, c'est plus facile d'aller de Dakar à Paris, ou d'aller de Dakar même peut-être au Brésil. C'est tellement compliqué, les billets sont chers, parce que tout simplement, les structures ne sont pas développées. Et les coûts du téléphone, par rapport, tout ça c'est dû au fait que les structures adéquates qui permettraient de booster le commerce ne sont pas encore là. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de pays aujourd'hui se lancent dans des projets d'infrastructure. Mais au niveau continental, ça laisse encore à désirer. Parce que même au niveau de la CEDEAO, on sait que ce n'est pas encore... les choses ne sont pas encore au point, a fortiori au niveau continental. Donc ce sont des handicaps, à mon avis, pour la ZLECA. Il nous reste combien de minutes? Alors, dans 5 minutes de plus. Alors, comment sortir le continent de sa situation socio-économique? Je crois que c'est ça, là. Ouais. Alors, je dis ici, il faut mettre en œuvre l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui dit construire l'Afrique que nous voulons. Cet agenda 2063 parle d'une vision panafricaine, d'une Afrique, de la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, je cite, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Fin de citation. C'est magnifique. Je crois que tout Africain serait d'accord avec ça. Et une des priorités de cet agenda 2063, je cite encore, la détermination de l'Afrique à prendre en main sa propre destinée. Fin de citation. Ben, je crois que tous les panafricanistes qui se sont battus depuis avant l'indépendance, qui ont sacrifié leur vie, tous se battaient pour ça, pour que l'Afrique puisse prendre en main sa propre destinée. C'est ce que dit l'agenda 2063. Mais nous devons apprendre des leçons de la pandémie de Covid-19 et de la guerre actuelle en Ukraine. Nous avons vu comment nous sommes, à quel point nous sommes dépendants. Pensez à la Covid. L'Afrique était pratiquement mise en quarantaine au niveau des vaccins. Et on était pratiquement en quarantaine, même au niveau des flux entre les différents pays. Donc, mettre fin à cette dépendance en comptant d'abord sur nos propres ressources. Et notamment, cette quête de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté monétaire, de la souveraineté énergétique,
de la souveraineté pharmaceutique, c'est fondamental si nous voulons construire l'Afrique que nous voulons. Mais également remettre l'État au centre des politiques de développement. Et l'agenda 2063 appelle, je cite encore, à mettre en place des États solides et efficaces sur le plan du développement. C'est encore l'agenda 2063. Mais avant cela, ou après cela, la CEA, qui, comme la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, avait appelé des années auparavant à ressusciter, réhabiliter les États africains. Et je cite un des rapports de la CEA de 2011 qui dit ceci: le consensus qui se dégage à ce sujet, c'est-à-dire du rôle de l'État, c'est qu'un État développementiste est essentiel au processus de croissance économique accéléré et de transformation sociale d'un pays, quel qu'il soit. Fin de citation. Donc, ce n'est pas seulement valable pour la Chine, ce n'est pas seulement valable pour l'Asie du Sud-Est, ce n'est pas seulement valable pour le Venezuela ou le Brésil ou les pays européens, mais c'est valable également pour l'Afrique. Et je vous dis que la Covid a montré combien l'État était indispensable. Nous avons vu ici, tout le monde, y compris le secteur privé, se tourner vers l'État pour chercher de l'aide. Et quelqu'un a dit que pendant cette période de Covid-19, les États à travers le monde ont mobilisé quelques 30 000 milliards de dollars. C'est les États, pour le secteur privé et pour leur propre population. 30 000 milliards de dollars. C'est supérieur au PIB des États-Unis. C'est supérieur au PIB des États-Unis, qui est la première puissance, la première économie du monde, comme ils disent. Donc, c'est pour vous dire que l'État est incontournable. Alors, l'autre point que je voulais souligner, c'est la nécessité pour l'Afrique de financer son propre développement. Elle en a les moyens. Figurez-vous que la CNUSED, encore, je reviens à elle, dans ce rapport de 2020, oui, disait que les flux de capitaux, les flux nets, les sorties nettes de capitaux de l'Afrique vers le reste du monde se chiffraient à 88,6 milliards de dollars. C'est plus que ce que le rapport de Mbeki avait dit en 2015, qui était de 50 milliards par an de pertes nettes. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est elle qui finance le reste du monde. Et le même rapport de la CNUSED dit que si l'Afrique changeait de politique, et surtout que si les pays africains collaboraient davantage entre eux, ils pourraient récupérer quelques 100 milliards par an. Quelques 100 milliards par an. Et c'est supérieur à tout ce qu'on appelle l'aide publique au développement ou les investissements étrangers, directs étrangers. Donc l'Afrique a les ressources qu'il faut. Ce sont les politiques qui doivent changer. Bon, je ne parle même pas de l'annulation de la dette. Vous et moi et d'autres, nous avons lutté pour l'annulation illégitime de la dette de l'Afrique. Mais également, nous pensons qu'il y a énormément de ressources. Par exemple, les envois des migrants. Je lisais il y a 2 ou 3 jours, pour le Sénégal, les envois des migrants équivalaient à 2 milliards par jour. 2 milliards de francs CFA par jour. C'est énorme. C'est supérieur à ce qu'on appelle la prétendue aide publique au développement. Donc ce sont là des pistes qu'il faut
explorée. Et surtout que cette prétendue aide au développement a diminué pour l'Afrique au cours des 3 dernières années, y compris pendant l'année de Covid-19. Alors que pour l'Ukraine, en 2022, l'aide à l'Ukraine a été multipliée par 17,5%, 17 fois et demi. Et dans le même temps, celle de l'Afrique a diminué de 8%. Et pourtant, on parle de New Deal pour l'Afrique, etc., etc. Et donc, voilà. Je crois qu'il faut également voir au niveau de la coopération sud-sud. La coopération sud-sud, depuis plus d'une dizaine d'années, la Chine, c'est notre premier partenaire commercial. Et aujourd'hui, beaucoup de pays cherchent à commercer avec la Chine, avec l'Asie, avec l'Amérique latine. Non seulement sur le plan commercial, mais également sur le plan du financement. Il y a la nouvelle banque de développement des BRICS qui finance des pays du Sud. Et aujourd'hui, il y a des accords de swap entre banques centrales pour se passer du dollar, se passer de l'euro, se passer de la livre sterling, pour permettre aux pays de payer dans leur propre monnaie. Les Africains peuvent le faire au niveau de la ZLECA, mais ils peuvent le faire également avec les pays du Sud. Et ces accords de swap se multiplient de plus en plus. Voilà, je crois que mon ami sympathique, je vais m'arrêter là. Voilà, merci beaucoup. Merci Débus. Merci Débus. Alors, on peut dire que Débus a fait un exposé magistral. Donc, pour permettre de respecter le timing, je ne vais pas résumer et vous faire l'affront de résumer ce qu'il vient de dire. Ce que je vais faire, c'est aussitôt enchaîner avec la communication du professeur Makhtar Diouf. Alors, Jules, notre webmaster, est prêt pour dérouler, mais je vais vous dire ce qu'il nous a donc envoyé hier comme contribution. On a travaillé, je suis passé chez lui avant-hier, et hier, voilà ce que Makhtar a donné comme élément. Donc, Jules, en attendant que tu positionnes pour ceux qui sont donc en présentiel et qui voient, voilà ce qu'il dit. Makhtar Diouf, que j'ai présenté tout à l'heure, commence par le rapport Jeannenet de 63, puis le rapport Gors de 72, donc en parlant de la coopération que les États européens et la France en particulier donc développent avec les pays en voie de développement. Les pays visés, en fait, sont ceux d'Afrique d'expression française dans un premier temps. Alors, il souligne également un programme de survie, encore appelé rapport Brandt. Et Makhtar Diouf revient également sur le plan d'action de Lagos, développé tout à l'heure par Demba Moussa Dembélé. Alors, après ces éléments, il revient sur le rapport sur le développement accéléré en Afrique au sud du Sahara, donc 1981. Donc, ce rapport-là, et le terme communauté internationale apparaît de plus en plus dans le vocabulaire politique depuis la disparition de l'Union soviétique. Alors, il précise que la communauté internationale est simplement une coalition formée entre les États-Unis et l'Union européenne pour dominer le reste de la planète. Makhtar insiste sur le fait que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ben effectivement, ces deux organisations créées
à Bretton Woods, aux États-Unis, en 1944, régente les économies des pays du tiers-monde avec leurs fonctionnaires et leurs consultants. Il insiste sur le TICAD en 1991, Tokyo International Conference on Africa's Development, suivi de TICAD 2. Et il s'arrête un moment sur le NEPAD, comme Demba l'a fait tout à l'heure. En 2001, le New Partnership for Africa's Development, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. En 2010, le NEPAD est intégré comme agence de développement dans l'Union africaine. Et Makhtar intervient aussi sur la déclaration sur le nouvel ordre économique mondial. Il revient aussi sur le Conseil économique et social de l'ONU qui avait introduit le terme de pays moins avancés. Il donne son point de vue sur l'intégration économique. Les investissements d'envergure nécessaires ne peuvent être entrepris dans le cadre d'un seul pays car les marchés nationaux sont trop exigus. Plus d'un demi-siècle dans des expériences d'intégration économique sous-régionale. Et il se prononce comme Dembus sur la ZLECA, qui est proposée depuis quelque temps, mais qui n'est pas, à son avis, une initiative africaine. L'alternative, à son avis, est une intégration de la production réduite, c'est-à-dire une intégration par projet. Et il s'appesantit sur le fameux texte de Cheikh Anta, on est à l'UCAD, à l'université Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Le développement se fait au premier chef par l'industrialisation, comme Dembus l'a dit, à partir du fer et de l'acier. Cheikh Anta est très précis. L'Afrique a une vocation historique d'industrie lourde, mais en est encore au niveau de la proto-industrie. Le début, dit Makhtar Diouf, ou écrit Makhtar Diouf, d'une véritable industrialisation ne commence que lorsqu'on ne trouvera plus dans les quincailleries africaines que des produits de fabrication locale. Voilà, en résumé, le texte est à notre disposition, ce que Makhtar a donné comme input. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à Salif. Si Salif est prêt, voilà, Jules me dit 1 minute, mais en attendant que, dès que Salif est prêt, Jules, tu me fais signe. Allô? Oui, très bien. Salif, tu as la parole, tu as le micro. Excusez-moi, je fais des réglages. D'accord. Bonjour Bouba. Bonjour Jules, bonjour à vous tous. Hein. Je suis désolé, mais je ne suis pas très en forme. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais d'abord remercier l'Institut, la chaire, même pour l'association à ces travaux. Maintenant, pour mon texte, je n'insisterai pas donc sur le NEPAD, sur la ZLECA. Demba vient d'en dire beaucoup de choses, mais je ferai simplement quelques commentaires pour le compléter. Mais je vais adopter une démarche plutôt chronologique sur le développement de l'Afrique et les rapports avec les pays aujourd'hui industrialisés depuis la période mercantiliste, la période où la trajectoire de l'Afrique a dévié. Effectivement, c'est à ce moment-là, à la rencontre
des pays occidentaux que la trajectoire du continent a dévié. En 1500, on calculait déjà le rapport et l'écart entre différentes régions du monde. À ce moment-là, on calculait, on ne parlait pas d'Australie, on comptait plutôt 3 grandes parties, l'Asie avec la Chine, les pays européens occidentaux mis globalement et l'Afrique. L'écart entre l'Afrique en 1500 et les pays aujourd'hui industrialisés était de 1 à 2. Ça faisait à peine le double en termes de puissance économique. C'était de 1 à 2. Le pays, la région la plus éloignée, appelée le recul de la Chine un peu plus tôt, et c'était de 1 à 3. Donc, la marginalisation de l'Afrique a commencé à ce moment-là. Et aujourd'hui, en 2021, l'écart, c'est-à-dire en termes de poids économique entre l'Afrique et la région la plus industrialisée du monde, est de 1 à 32. C'est-à-dire la marginalisation et l'appauvrissement du continent se poursuivent depuis le XVe siècle, disons. Et à ce jour, l'Afrique reste, et c'est ça peut-être le fait le plus grave, l'Afrique reste là. Quand je dis l'Afrique, je veux dire tous les pays africains. J'ai bien conscience que c'est des États, c'est des pays différents avec leur logique parfois, leur pays. Mais globalisons comme ça, simplement, étant donné notre désir de voir ce continent uni. Donc, il y a eu, l'Afrique, la particularité, je disais, est d'être aujourd'hui la seule région au monde déterminée par l'extérieur sur tous les aspects du développement économique et social, sans interruption. Oui? Ah, d'accord. Donc l'Afrique reste la seule région du monde. L'Afrique reste la seule région du monde déterminée par l'extérieur sur tous les aspects du développement, y compris en matière de politique et d'élection. Nous continuons à vivre. Non, moi-même, je n'entends pas. Je vais le couper. Donc, je disais que cette détermination je disais donc que cette détermination par l'extérieur oui, cette détermination par l'extérieur se poursuit encore aujourd'hui. Je n'entrerai pas dans les détails. Par la suite, dans sa volonté, dans leur volonté, après la Seconde Guerre mondiale, d'unifier le marché mondial, les économies, dans le libre-échange prôné par les États-Unis, le président américain, en 1949, avait décidé de l'intégration forcée des pays sous-développés. C'est lui d'ailleurs qui est le premier à employer l'expression en 1945, de les intégrer dans le marché mondial. Parce qu'il faut tenir compte de l'expression. Par la suite est arrivé l'ajustement structurel unilatéral forcé, et qui est en fait un processus d'endettement des pays du continent. À partir donc de 1980, la désindustrialisation a commencé dans les pays africains qui avaient amorcé, qui avaient décidé d'ouvrir des zones industrielles comme le Sénégal. Donc l'ajustement structurel était, disons, une cadence forcée pour intégrer davantage les pays
dans le libre-échange mondial. L'ajustement forcé, l'ajustement donc structurel mis en place à partir de 1981 a mis le pays en totale déconstruction. Et d'ailleurs, c'est en 1981 que le premier programme d'ajustement structurel au monde a été signé avec le Sénégal. Ajustement structurel forcé qui a tout de suite permis aux pays asiatiques pour lesquels nous étions devant, le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire étaient devant la Corée. Aujourd'hui, si nous considérons les dégâts de l'ajustement structurel, on voit clairement que là où nous peinons à multiplier par 2 le revenu réel par tête dans ces pays les plus riches de cette partie de l'Afrique, qui était de 1 300 $ en 1960, nous disons 1 300 $ par tête, hein, avec ajustement nécessaire et tout, nous peinons à arriver à 200 $ par tête. Et dans le même temps, la Corée a multiplié son revenu réel par tête par 3 700. C'est-à-dire qu'ayant refusé de céder sa souveraineté et de l'assumer, cela a permis à donc, la Corée d'arriver à ce résultat. Mais en 80, sentant le danger, les pays africains ont décidé de se ressaisir, de se réorganiser, et c'est à ce moment-là qu'a été lancé le plan de Lagos. Un plan très ambitieux, un plan très fouillé, avec une contribution préalable de Samir Amin, une contribution remarquable pour la préparation de ce plan dans la grande réunion qui était intitulée Afrique 2000 à l'époque. La contribution de Samir a permis de dégager les pistes parmi les plus intéressantes pour que l'Afrique récupère sa souveraineté. Malheureusement, la faiblesse du plan de Lagos était que c'était en quelque sorte un shopping list, une liste extrêmement longue de besoins à satisfaire, mais en ne comptant que pratiquement sur la mobilisation des ressources externes, c'est-à-dire sur les autres, comme Demba venait de le dire. Par la suite, refusant catégoriquement de perdre le contrôle sur le continent, les Américains et les Européens ont envoyé Elliot Berg faire sa tournée mondiale pour torpiller le plan de Lagos. Et c'est ce qui est arrivé. Par la suite, l'ajustement structurel a connu un échec relatif. C'est cela, parce que quand même les grands équilibres macroéconomiques, les 4 ont été, disons, un peu rétablis, c'est-à-dire la santé financière des pays africains s'est légèrement améliorée. Ça, c'est un résultat que nous ne pouvons pas nier. Aujourd'hui encore, cette reprise de la gouvernance publique est certainement à la base des résultats positifs que nous avons également donc aujourd'hui. C'est dû donc à ce travail. L'ajustement ayant échoué relativement, ils ont continué à refuser de desserrer le contrôle sur les pays en mettant en place le consensus de Washington. Le consensus de Washington, je le résume en 3 points, c'est l'instrument destructeur. Vraiment, c'est l'arme atomique qui a complètement mis l'Afrique à terre. Et c'est 10 points du consensus, mais l'objectif, c'était simplement d'étendre sur la planète les politiques de libéralisation que d'ailleurs tous les pays, développés comme sous-développés, ont signé en janvier 1997. Donc, c'est les 3D, ce que j'appelle les 3D, le décloisonnement. On ne laissera plus un pays évoluer seul, se replier sur lui-même, créer ses champions, ses leaders dans le domaine économique et dans le domaine scientifique et autres. Donc, le décloisonnement, la désintermédiation, c'est-à-dire que sur un territoire, on refusait à l'État maintenant de porter effectivement, d'aider des opérateurs dans la mobilisation des ressources, dans l'installation et le reste. Et le dernier, c'est la déréglementation. C'est-à-dire que
tout opérateur économique sur la planète, donc selon la législation sur la libéralisation, pouvait intervenir sur le terrain économique qu'il souhaitait sans aucune restriction de la part donc du gouvernement en place. Et c'est dans ce contexte que est arrivée la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, les chefs d'État africains ont senti très tôt ce que cela allait induire en termes de difficultés, c'est-à-dire la rareté des ressources. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, il était clair que les pays européens et occidentaux allaient plutôt s'occuper, c'est-à-dire réorienter les ressources financières et monétaires dont ils disposaient vers l'intégration des pays qui ont quitté l'Union soviétique dans l'OTAN et l'Union européenne. Le 100 ans, ça a coïncidé avec l'arrivée de Wade et de Mbeki à la tête de leur État respectif. Il a été lancé en Afrique du Sud, avec l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria et l'Égypte, ce qu'on a appelé le MAP, Millennium African Renaissance Plan. Et côté sénégalais, au fond, nous avons lancé le NEPAD. Rapidement, nous avons vu que c'était dans l'intérêt de tout le monde de fusionner, puisque j'ai défini, je l'ai appelé le NEPAD, une réponse africaine à la nouvelle restructuration du système économique mondial. C'était ça la réponse. Mais le NEPAD, effectivement, il faut que les critiques du NEPAD comprennent que, et ça c'est très important, je les vois rarement le soulever, le NEPAD est arrivé à un moment où les États s'étaient déjà liés les mains en signant les protocoles de libéralisation des économies. C'est fondamental de le savoir. Moi, conseiller technique et mes collègues, acceptant d'assumer la mission pour que l'Afrique tienne encore debout dans une certaine mesure, nous avons accepté ce travail sans jamais perdre de vue cette dimension. Cette dimension est fondamentale. Demba l'a dit, donc on peut dire que le NEPAD s'inscrivait dans un cadre tout à fait néolibéral. C'était ça, dans les politiques en cours à l'époque. Voilà donc, le NEPAD n'a pas échoué. Il y a un manque de compréhension des gens. Le NEPAD ne définissait pas des politiques, mais définissait des actes, des piliers sur lesquels nous avons pensé que si les États s'y étaient adossés, ça permettrait de reprendre en main les économies. Et d'ailleurs, contrairement au plan de Lagos avec une centaine de points, le NEPAD avait 5 points. 5 points avec un État coordonnateur qui s'est proposé comme volontaire. Et la plupart du temps, d'ailleurs, les gouvernements qui ont accepté de piloter un de ces 5 secteurs considéraient que ça allait les aider à apprendre, puisque c'était le maillon faible chez eux. L'Afrique du Sud s'est proposée pour le volet gouvernance, paix, gestion des conflits. Le Sénégal s'est proposé pour ce qui était santé et éducation. L'Algérie a accepté d'autres formes de réformes. Le Nigeria, compte tenu du niveau de la corruption et des dégradations économiques et sociales, a proposé de piloter le volet, donc 4, qui était la gouvernance économique et d'entreprise. C'était comme ça que le travail a été donc réparti. L'Égypte était fondée sur un autre secteur que vous verrez dans mon texte. Donc, c'est aux États de prendre leurs responsabilités une fois le document de politique du NEPAD fait et s'y adosser pour se déployer. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le Sénégal. Le Sénégal, sa priorité, c'était le développement des infrastructures. J'ai quand même joué beaucoup sur la prise en compte de cette façon-là, de ce secteur, parce qu'en tant qu'enseignant de la mondialisation, c'est clair pour moi, je l'ai enseigné, je l'ai dit, je l'ai observé, la prospérité de toutes les nations riches depuis 5 siècles a été dans une large mesure le fait du développement des infrastructures
tous médiums confondus. C'est pour ça que le Sénégal est devenu un pays qui mettant de plus en plus l'accent sur le développement des infrastructures, complété avec des efforts sur l'éducation et la santé. Et évidemment, les problèmes de marché, les problèmes de corruption et tout ça, ça ne m'engage pas. Ça, c'est un autre problème. Voilà un peu pour ce qui concerne les stratégies sur lesquelles nous étions. Il nous a été demandé d'intervenir dans le document proposé par Bouba et son équipe. Donc, j'arrive sur la ZLECA, simplement pour donner quelques précisions qui me paraissent importantes. Dire d'abord que, évidemment, il y a des discussions, des interpellations. De quoi parlons-nous? Les gens se posent toujours la question. Disons, zone de libre-échange, marché commun, etc. Mais en réalité, les chefs d'État ont mentionné dans le traité constitutif qu'ils voulaient une zone de libre-échange au sein de laquelle les pays s'entendent pour abaisser les barrières commerciales existantes entre eux. L'objectif étant d'aller à terme vers une unité continentale qui ressemblerait à l'Union européenne actuelle. Et c'est-à-dire vers une zone de libre-échange, mais une zone de libre-échange doublée, et c'est ça le caractère inédit, d'un marché commun caractérisé par une libre circulation des investissements et des travailleurs et d'une union douanière. On peut donc dire en résumé que l'objectif visé par les Africains, ce n'est pas seulement une zone de libre-échange, mais la combinaison d'une zone de libre-échange, d'un marché commun et d'une union douanière. Je crois que c'est important de le préciser. Alors qu'au même moment en Amérique latine, l'intégration commerciale est de 47%, c'est-à-dire que les pays échangent entre eux à hauteur de 47%, donc en Amérique, et 61% en Asie et 67% en Union européenne. Donc, il fallait que les Africains réagissent, quitte à trouver de nouveaux partenaires. C'est pour ça que les Européens n'aiment pas justement qu'un pays décide de prendre sa liberté pour tracer sa voie. La faiblesse du commerce intra-africain, nous le savons. Demba en a parlé aussi. C'est simplement dû à la politique coloniale qui a été mise en œuvre sur les territoires africains depuis des décennies. À qui profitera la zone de libre-échange? Historiquement, quand les économistes étudient la problématique de la zone de libre-échange, et en tout cas partout dans les autres régions du monde, il est apparu que ceux qui en tiraient le plus d'avantages, c'était les économies les plus faibles, qui arrivent à se restructurer, à développer la science et la technologie dans leur territoire et qui ont permis finalement une diffusion technologique et la démocratisation progressive de leur société. Parce que nous le savons, lorsque la technologie se diffuse dans une société, c'est dans le même mouvement que la démocratisation de la société avance. Voilà donc ce que j'avais à dire sur la zone de libre-échange, sauf un dernier point. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, le Nigeria qui est revenu après, comme Demba l'a dit, ne l'entendent pas de cette oreille. Ces pays veulent être les leaders qui vont guider les autres, parce qu'un petit pays a besoin d'une grande puissance leader, mais qui vont profiter, avec leur industrialisation plus avancée, à déverser davantage de produits sur le continent. Il n'est pas exclu aussi, compte tenu de l'absence d'industrialisation. C'est le grand problème du développement. Ce n'est pas le commerce qui développe, c'est l'industrialisation qui développe un territoire. Demba l'a dit, Makhtar l'a dit. Et il n'est pas exclu que, compte tenu de la faible production manufacturière sur le continent. Je rappelle simplement que en 1960, les Nations Unies
avait recommandé, en tout cas avait donné un cahier de charges aux pays du tiers-monde, comme on les appelait, pour atteindre dans le moyen terme 25% de part du commerce international. En 1980, la part des pays du tiers-monde n'était que de 1%. Il était clair que l'ensemble du pays du tiers-monde n'atteindrait pas 15%, c'est clair. En Afrique, la stagnation se poursuit. Nous avons eu, au début des ajustements structurels pour le continent africain, 8% de part dans le commerce mondial. Aujourd'hui, nous sommes à 3%, pour illustrer sans commentaire le recul du continent en matière de production manufacturière. Voilà donc pour ma première partie. Ma dernière partie, enfin, qui est différente des exposés qui ont été présentés, parce qu'on me demande de parler aussi d'alternatives. Comment remettre le continent sur la voie de la renaissance? Je précise que j'assume la notion de renaissance, étant donné ce que j'ai dit en introduction. Parce que quand un pays en 1500 n'était quasiment pas devancé par les grandes puissances industrielles, il était distancé que d'un point. Aujourd'hui, qu'il soit dispensé de 31 points, parler de renaissance, je crois que c'est totalement fondé. On peut donc, nous, Africains, parler de renaissance, que l'Afrique au moins retrouve la place qu'elle avait il y a 4 ou 5 siècles. Aujourd'hui, pour aller sur cette voie, pour moi, je vois un problème au niveau politique, que nous connaissons parfaitement au Sénégal, mais qui petit à petit est en train de vouloir, je le dis comme ça, se répliquer sur le reste du continent. C'est-à-dire l'alternance systémique. L'alternance systémique, je vais expliquer, me semble être un facteur bloquant très important pour l'alternative politique. L'alternance systémique est fondée sur la concurrence entre deux offres politiques bien identifiées qui s'opposent et se succèdent systématiquement au pouvoir. On n'élit plus, mais le reste de toute l'opposition se met en bloc pour faire tomber celui qui est en place. Je ne pense pas que du point de vue du progrès politique, ce soit une bonne chose. J'en fais la critique plus longue ailleurs, et je ne suis pas le seul. En France, par exemple, quelqu'un comme Rosa Vallon fait cette politique sur ce qu'il appelle la crise de la représentation démocratique, un livre de 2017, alors que moi j'y travaillais, j'ai fait même une présentation à l'ACS en 1994. Donc l'alternance systématique est une aberration, un facteur bloquant pour l'émancipation de nos sociétés au plan politique. L'électorat vit une parfaite insatisfaction devant l'offre politique, et ces offres politiques ne donnent pas de réponse durable. Et vous le verrez, nous l'avons déjà vu, 2 ans après, ceux qui ont installé le nouveau pouvoir se précipitent pour démettre ce qu'ils ont installé 2 ans plus tôt. Ça veut dire donc que la vocation de la démocratie, qui était le pouvoir à généralisation sociale, est en train de changer. Aujourd'hui, les choses se jouent sur ce que Marcel Gauchet lui-même appelle la notion de minorité. Les groupes, les clans, les technocrates. Le débat se situe maintenant entre ces gens-là. On gouverne à travers ces gens-là, mais plus à travers le peuple souverain. Tu peux fermer. La démocratie, donc, en perd beaucoup. Je crois que la particularité que nous vivons avec cette forme d'installation à la tête de l'État fait que la forme de l'État, de l'administration, sont en permanence remises en question. Les modalités d'intervention de l'État sont perçues comme étant
extrêmement générales. Je crois que c'est des choses quand même extrêmement générales et peu efficaces. L'exemple, c'est l'école. C'est l'école. La légitimation administrative s'érode, la légitimité électorale subit de son côté de graves difficultés et se traduit notamment par ce que j'ai appelé moi-même l'alternance systémique. Voilà le premier point de blocage, à mon avis. Le deuxième est lié à la tendance de l'économie mondiale et des sociétés aujourd'hui, c'est-à-dire des sociétés qui s'installent dans un nouvel ordre technologique. Et dans cet ordre de choses, il apparaît clairement pour ce qui concerne les pays africains que le blocage se situe au niveau des limites, des principales limites de l'action modernisatrice de l'État. Ça commence d'abord par l'agriculture, la crise de l'agriculture et de la paysannerie. En effet, le développement industriel de nos pays s'est effectué aux dépens de l'agriculture et le système de prix relatif a favorisé plutôt le transfert du surplus de l'agriculture vers l'industrie naissante. Cette situation s'est traduite par un affaiblissement du niveau de vie du paysan et un exode rural massif. Les États n'arrivent toujours pas à avoir apporté la réponse nécessaire à ce problème. La deuxième chose, c'est la faiblesse de l'articulation agriculture-industrie qui n'a pas entraîné une amélioration de la productivité agricole et du revenu paysan. Du coup, l'industrie s'est heurtée à un marché urbain relativement étroit et les entreprises n'ont pas pu utiliser leur pleine capacité pour se développer. Mon texte reviendra plus largement sur toutes ces questions. Je crois que c'est ça. Et tout cela se passe à un moment où presque dans tous les gouvernements africains, influencés par l'Union africaine, tous déclarent l'agriculture comme, quel est le terme encore, priorité nationale. Le troisième facteur de blocage, c'est la nature du développement industriel, qui ne concernait que l'industrie légère. Dans tous nos pays, c'est l'industrie légère. Maktar l'a dit, mais en allant trop fort, parce que quand il dit catégoriquement on se développe par, je ne sais plus quelle est sa formule, l'acier et le fer, nous ne sommes pas l'Europe. Il est possible de s'industrialiser autrement. L'Europe a eu simplement une stratégie intelligente. Le processus d'industrialisation dans les pays européens a commencé par regarder autour de soi. Et quand les Européens ont regardé autour de qu'est-ce qu'ils ont vu? L'eau, l'énergie hydrologique, la forêt, les mines, le vent. Et ils ont construit les industrialisations sur cette base. Ce n'est pas partout sur la planète la même chose. Bon, aujourd'hui nous avons... Oui, je vais arrêter. Oui, d'accord, d'accord. Donc sur toutes ces questions, c'est-à-dire le recours massif à l'étranger pour l'équipement à tous les niveaux bancaires qui sont essentiels, qui est essentiellement constitué de banques de développement, c'est-à-dire donc que la vocation n'est pas de financer l'industrie en développement, le rôle des firmes transnationales, tout ça, je les passe en revue dans mon document et propose point par point des réponses que je crois les plus appropriées, mais en commençant par le rôle central que joue l'éducation, donc en passant par la communication, la science et la technologie, le financement de l'agriculture, l'agriculture paysanne, etc. Voilà, je m'arrête là en vous remerciant infiniment pour cette présentation. Merci beaucoup. Poser à nos trois panélistes les trois questions que j'avais préparées moi-même. La première, et je pense que Jules peut montrer sur l'écran un rapport conjoint de la BAD et de l'OCDE que j'ai retrouvé dans mes archives parce que j'ai failli devenir archiviste dans ma vie. Un rapport de 2003-2004. Bon, Jules, tu peux montrer ce rapport qui mettait l'accent sur effectivement les problèmes de l'électricité en disant que la question de l'énergie, de l'électricité, devrait être... C'était au début des années 2000, hein,
la priorité. Et effectivement, c'est un rapport aussi qui, comme Demba l'a dit, et je pense Salif, sur l'enjeu des CER, les communautés économiques régionales. Comme là, donc je voudrais ne pas développer parce que voilà le rapport. Deuxième question, je crois que Salif, tu devais être présent. C'est vrai qu'on commence à vieillir un peu, mais c'était cette fameuse invitation pour Johannesburg. Moi-même, j'avais été désigné par mes camarades pour parler au nom de la société civile africaine en face des 5 chefs d'État qui avaient initié le NEPAD. 4 sont venus. Ben, celui qui n'osait pas quitter son pays, vous savez, c'était Moubarak. Et bon, il avait vu juste d'ailleurs, parce qu'après, il va être victime d'un coup d'État. Il n'osait pas sortir. Mais les 4 étaient là, en face de nous. Et j'ai eu à poser 3 questions. Et ces 3 questions, je raconte ça souvent. Et j'avoue que si aujourd'hui on m'avait encore invité, c'était les 3 questions. Voilà les 3 questions. Première question, est-ce qu'il est possible de développer l'Afrique s'il n'y a pas la paix en Afrique? Et l'exemple que j'avais donné à l'époque, c'était le Maroc, qui était dans le NEPAD, mais qui était exclu de l'Union africaine, qui s'était exclu lui-même, du fait du conflit du Sahara. J'avais demandé, mais est-ce qu'on peut faire développer l'Afrique si on ne règle pas cette question du Sahara? Deuxième question, c'était la dette. Demba l'a dit, est-ce qu'on peut continuer à payer cette dette illégale? Cette dette, mais vraiment catastrophique, et penser qu'on peut développer l'Afrique? Et troisième question, c'était la question de la participation des jeunes et des femmes. Alors c'est comme si j'avais posé une bombe dans la salle. Salif était présent, je crois, Salif. Gadio était là. Très bien, voilà, très bien. Salif, donc c'était ces 3 questions que j'avais posées. Et d'ailleurs, la division entre les chefs d'État, il y a 2 chefs d'État qui étaient d'accord avec moi. Mbeki et Bouteflika. Obasanjo, sa réponse c'était de dire, c'était au président Wade de répondre puisque c'est leur professeur. Il n'y a que Wade qui peut répondre à mes questions. Bon, je ne vous raconte pas la suite. Salif était présent. Donc, je crois que ça n'a pas changé. Ces questions-là. Et heureusement que Dembus et Salif ont donné des nouvelles dynamiques. Mais j'avoue que si les chefs d'État n'ont pas le courage de répondre à ces questions, je crois qu'on va tourner en rond. Et effectivement, on peut... Ma dernière suggestion, c'est... Mais je ne vais pas développer, c'est le texte de Walter Rodney. Je crois que Salif a bien raison de commencer vers le 15e siècle. Mais il y a un livre que tous les étudiants doivent lire, à mon avis. C'est Walter Rodney, Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Voilà le livre. Alors, je crois que d'ailleurs, le Codexila, je ne sais pas, Salif, si je me trompe, mais je crois qu'il y a eu une traduction d'Embus en français par le Codexila. Mais en tout cas, je sais qu'à un moment, j'avais les 2 versions. Je ne sais pas, mais en tout cas, la version... Ce n'est pas une traduction éditée. Ah bon? Une traduction non éditée. Très bien, voilà. Pas en librairie pour le moment. Très bien, voilà, merci. Donc, je pense avoir vu ça, parce que sa femme, c'était une collègue, une amie, Pat Rodney. Et il faut lire Walter Rodney, je ne vais pas développer, mais Walter Rodney intervient sur les questions, à savoir comment on est passé de pays vraiment respectables dans l'histoire de l'humanité à un pays complètement à terre. Comment les Africains, certaines maladies qu'on ne connaissait pas, on a commencé à les connaître. Ils donnent des informations capitales pour les historiens. Et d'ailleurs, la postface qui est rédigée par Babou de Tanzanie, aussi il faut lire la postface, c'est extraordinaire sur le destin de l'Afrique.